Le regard aujourd'hui, mesdames et messieurs, est sur l'UDPS, la fille aînée de l'opposition, comme on a l'habitude de l'appeler. Et j'ai le plaisir de recevoir pour cette émission, mesdames et messieurs, Papi Chimpangila, avocat conseil de l'UDPS, et du président Étienne Tshisekedi. Très heureuse de vous recevoir, monsieur Chimpangila. Bonjour madame. Bonjour. Avocat conseil de l'UDPS et du président Étienne Tshisekedi. Aujourd'hui, l'UDPS est sur la sellette. Dernièrement, on vient de voir que la Senco vient de recevoir aujourd'hui les membres de la majorité présidentielle pour parler du dialogue. Et on vous accuse presque indirectement d'être à l'origine du blocage de ce dialogue. Quelle est la position officielle aujourd'hui de l'UDPS par rapport au dialogue? Quelles sont vos exigences, maître Chimpangila? Je vous remercie madame. Donc, accuser l'UDPS d'être à l'origine du blocage, c'est faire une lecture erronée des événements. Il s'avère que le président Étienne Tshisekedi, dans le cadre du rassemblement, a récusé, ou le rassemblement a récusé le facilitateur, M. Eden Kodjo. Vous êtes censé le savoir qu'un facilitateur doit jouer aux arbitres. Et chaque arbitre doit pouvoir bénéficier de la confiance de toutes les parties prenantes. Dans le cadre du dialogue, il y a plusieurs parties prenantes, dont une partie prenante essentielle qui constitue l'opposition politique dont l'incarnation et l'émanation relèvent des prérogatives du président Étienne Tshisekedi. Il s'avère que ce lien de confiance a été rompu, donc la récusation est tout à fait justifiée. Quels sont les éléments pratiques et palpables? Pourquoi vous récusez aujourd'hui Eden Kodjo? Pourtant, il est allé plusieurs fois à Bruxelles voir Étienne Tshisekedi. Vous le récusez pourquoi? Le président Tshisekedi l'a dit, il est kabyliste. Quelles sont les preuves? Pourquoi vous l'accusez d'être kabyliste? J'aimerais simplement vous dire, on ne va pas rentrer dans la sémantique des termes, mais c'est très important la sémantique. Vous êtes avocat, vous connaissez l'importance et le poids des mots. Mais effectivement, mais à partir du moment où le lien de confiance est rompu, chaque partie a le droit de récuser. Récuser, c'est quoi? À partir du moment où le facilitateur joue le rôle d'un arbitre et qui s'avère qu'il y ait ne fût-ce qu'une seule suspicion légitime d'un doute par rapport à son impartialité, c'est une cause suffisante pour le récuser. C'est vrai que vous dites que vous le récusez. Nous parlons à cette population lambda. Donnez-nous un exemple palpable que Eden Kodjo est kabyliste. Parce que c'est vrai que vous, de fois, c'est la position de l'UDPS, mais on veut avoir des preuves. Quel est l'élément palpable aujourd'hui qui prouve que Eden Kodjo est kabyliste ou n'est pas impartial? Donnez-nous un exemple palpable. Je veux revenir. Parce que nous sommes habitués aux accusations sans preuve. Je veux revenir pour que vous compreniez très bien le processus, qu'on revienne au début. L'UDPS a sollicité le dialogue dans le cadre d'une dynamique émanant du président Étienne Tshisekedi qui a rédigé une feuille de route. Et par rapport à cette feuille de route, s'il a été proposé que le dialogue soit réellement bipartite, qui puisse avoir une bipolarité. Le camp du pouvoir dans l'autorité morale et le président Kabila, et le camp du changement dans l'autorité morale et le président Étienne Tshisekedi. Nous sommes partis sur cette base. Suite à cela, personne ne voulait du dialogue, on s'est compris, le camp du président Kabila. À un moment donné, le président Kabila est venu rejoindre la dynamique du dialogue. Dialogue avec ces termes de référence qui lui sont propres. Il s'avère que, eu égard à cela, il y a eu deux pré-dialogues, si vous voulez, où il y a eu le pré-dialogue entre le pouvoir en place et l'UDPS. Ce qui s'est passé à Ibiza et ailleurs. Qui s'est passé à Venise et à Ibiza. Dans le cadre de ce pré-dialogue, il y a eu des points de convergence. Au début, le camp de la majorité ne souhaitait pas qu'il puisse avoir un facilitateur. C'était une exigence de l'UDPS. Donc, on s'est mis d'accord à tout le moins qu'il faut un facilitateur pour ce dialogue. Mais le facilitateur devrait émaner de qui? Des deux parties prenantes qui devraient choisir un facilitateur pour que ce facilitateur offre toutes les garanties d'impartialité. Mais là, le monde, mais laissez-moi poursuivre.
le mode de désignation de Deme Kodjo ne paraissait pas très clair. Mais néanmoins, on ne l'a pas récusé. Il s'est entretenu à maintes reprises avec le président Étienne Tshisekedi à ce sujet, mais il s'avère que le dernier acte posé, convoqué de manière plus ou moins unilatérale le dialogue, ça fait que... C'est l'élément, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et ça n'a fait que accentuer la suspicion légitime qui pesait sur lui, eu égard au mode de sa désignation et tout ce qu'il a entrepris durant cette période. Et il s'avère que cette convocation du dialogue, la date était fixée à la veille du meeting organisé par le Rassemblement. Et j'ai ouï dire que vous avez demandé expressément à ce qu'il postpose l'ouverture de ces dialogues et il a fait fi de votre demande. Vous savez, il y a certains actes qui sont posés, c'est qu'on dit que la confiance est rompue. À partir du moment que la confiance est rompue, il est du droit de chaque partie prenante de solliciter la récusation de celui qui doit jouer le rôle d'arbitre. Mais maître Papi Chimpalanga, c'est vrai que nous ne jouons pas sur les mots, mais ça a un poids, je le dis souvent. Deme Kodjo n'est que facilitateur, il n'est pas médiateur, donc il y a nuance. On m'a dit que non, facilitateur et médiateur, c'est pas la même chose. Lui n'est que facilitateur, il ne permet simplement qu'aux deux camps de se mettre ensemble. Pourquoi les Congolais ne veulent pas se mettre ensemble? C'est peut-être ça la question. Kodjo n'est que facilitateur, il n'est pas encore médiateur ou il n'est pas médiateur. Mais vous soulevez une question très pertinente. Ce qui peut justifier sa récusation, c'est le fait qu'il soit facilitateur. S'il était médiateur, c'est tout à fait différent. Tout à fait différent. Un médiateur, il a un large pouvoir d'appréciation, il donne des orientations aux parties. Un facilitateur, il ne fait que entendre les deux parties, essaie de trouver un terrain d'entente. À partir du moment où il n'est que facilitateur, donc il peut partir aisément. Non, c'est pas ça. Il ne pouvait pas convoquer unilatéralement le dialogue. Il devait entendre les points de vue de toutes les deux parties et en fonction de ces points de vue, pouvoir convoquer le dialogue. Donc, comme vous le soulignez si bien, il n'est que facilitateur, il n'est pas médiateur. Dans le cadre d'une médiation, ses compétences allaient être tout autres. Mais vous l'avez suivi aussi, Deme Kodjo, il dit non, il ne partira pas. Il a dit, il est encore là, il fait son travail. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Puisqu'il ne veut pas partir, vous le récusez, l'UDPS. Alors, on fera le dialogue sans vous, comme à chaque fois. On a l'impression que l'UDPS rate les grandes occasions à chaque fois. Vous avez manqué les concertations, vous avez manqué l'élection de 2006. Cette fois-ci, vous allez encore manquer le dialogue parce que vous êtes trop à cheval sur vos principes. Hein. J'aimerais simplement relever que Deme Kodjo tire son mandat de quelque part. Il tire son mandat de la résolution 2277. Que nous dit cette résolution? Il faut qu'il y ait un dialogue transparent en vue de l'organisation des élections présidentielles et législatives dans les délais requis. On invite toutes les parties prenantes, c'est essentiel, hein, on invite toutes les parties prenantes à prendre contact ou à soutenir les consultations engagées par l'Union africaine, c'est-à-dire Kodjo, les consultations engagées par Kodjo, et de ce fait, on demande à toutes les parties prenantes instamment de s'engager dans cette voie. Mais c'est le point 10 de la résolution. Ce même point continue à dire que on prie le secrétaire général des Nations Unies de prêter ses bons offices par rapport à cette démarche. Il s'avère que s'il y a blocage, la résolution a prévu la solution. Et quelle est la solution? La solution, c'est que le secrétaire général des Nations Unies qui doit prêter ses bons offices pour essayer de trouver une solution globale. C'est ce que nous dit la résolution au point 10. Parce que les gens rentrent parfois dans la confusion. D'où vient le mandat de Deme Kodjo? Deme Kodjo dans la formule actuelle. Hein, parce que je tiens à préciser qu'avant tout, il avait été désigné pour effectuer certaines consultations. À la fin de sa mission, il y a eu la résolution 2277 qui invite toutes les parties prenantes de s'investir dans la démarche de facilitation de l'Union africaine, mais il y a quand même des garde-fous. Lorsqu'on invite le secrétaire général des Nations Unies de prendre toutes les mesures nécessaires pour fournir des efforts en termes politiques en vue de réunir toutes les parties en prêtant ses bons offices. Ceci veut dire que
les Nations Unies doivent s'impliquer, étant donné que l'une des parties estime que M. Edem Kodjo ne joue plus de la confiance, s'investir, soit pour restaurer cette confiance, soit pour trouver une formule qui puisse satisfaire tout le monde. Étant donné que je tiens à vous rappeler que le dialogue est avant tout une initiative congolaise et que ce sont les parties prenantes qui doivent avoir la main par rapport à ce dialogue. Expliquez-nous, c'est vrai que vous l'avez si bien dit, Maître Tshilpanguila, le dialogue est une affaire congolo-congolaise. Pourquoi ne pas prendre un facilitateur congolais? Pourquoi, par exemple, quelqu'un m'a soufflé à l'oreille, pourquoi pas Monseigneur Monsengo, par exemple, ou la Senko, ou je ne sais pas, pourquoi ne pas prendre un facilitateur congolais? Pourquoi toujours s'ouvrir à l'étranger pour les affaires congolo-congolaises? Pour la simple raison que le Congo a accepté l'implication des étrangers dans notre régime. Nous avons signé l'accord cadre. Que nous dit cet accord cadre? L'accord cadre a 3 volets. Le volet sécuritaire, où il y a toute une implication des pays de la région et des organismes internationaux. Il y a le volet même du développement économique, qu'on semble souvent omettre, où il y a toute l'implication de pays de la région, des organismes internationaux, de la Banque mondiale, de la BAD, etc. Il y a le volet maintenant politique, où le gouvernement congolais s'est engagé à promouvoir la réconciliation nationale, la tolérance et la démocratisation. Mais dans le cadre de ce volet, le Congo ne peut plus agir seul par rapport à cette problématique. Dire que le problème est uniquement congolais, c'est une lecture totalement erronée des choses. C'est une lecture biaisée des choses. À partir du moment où nous avons signé des engagements internationaux qui impliquent la communauté internationale. Raison pour laquelle le président Etienne Tshisekedi, dans sa feuille de route, il avait soutenu qu'il faut un dialogue congolais, mais sous l'égide de la communauté internationale, pour que les décisions qui puissent être prises puissent être imposables à tous, en s'est compris cette communauté internationale qui est impliquée dans la problématique congolaise. Nous avons la MONUSCO ici. Mais avec des engagements. Vous suivez quand même la position de cette communauté internationale qui vous supplie presque d'aller au dialogue, parce que sans dialogue, on ne voit pas comment on va s'en sortir. Vous avez suivi les États-Unis, la MONUSCO et tout le monde. On vous implore d'aller au dialogue. Est-ce que l'UDPS n'écoute pas la voix de cette communauté internationale? Mais l'UDPS reste très attentif à ce que dit la communauté internationale. Mais néanmoins, ce que dit la communauté internationale doit cadrer par rapport à leurs propres engagements. C'est la communauté internationale qui a soutenu ce dialogue. Il y a diverses résolutions subséquentes plutôt à l'accord cadre d'Addis Abeba. Dans toutes ces résolutions, on invite les parties congolaises d'aller au dialogue. Donc cette communauté internationale doit s'impliquer. Et la résolution 2277 est beaucoup plus claire, même par rapport à l'implication de cette communauté internationale. Donc à partir du moment où il faut trouver une solution d'ensemble, on ne peut pas rejeter uniquement la faute sur l'UDPS, parce qu'il y a un problème de confiance, et sans la confiance, on ne peut pas arbitrer, on ne peut pas permettre qu'un arbitre ne puisse pas jouir de la confiance de l'une des parties. Mais le temps est en train de s'écouler, s'égrener tout lentement. Parce que je sais que nous, les Noirs, avec la notion du temps, de fois, on fait fi de ça. Mais le mois d'août va s'écouler comme ça. Septembre, novembre, décembre, la date fatidique va arriver. Et on sait quelle est la position de l'UDPS par rapport à cette date fatidique. Mais alors, quelle solution a l'UDPS maintenant pour débloquer la situation? Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que Edem Kodjo dit, niet, il partira pas. L'UDPS dit, reste sur ses positions. Alors, comment s'en sortir? Vous ne pouvez pas mettre un peu d'eau dans votre vin? Mais c'est pour ça que je dis que la balle n'est pas uniquement dans le camp de l'UDPS. C'est une problématique qui concerne tout le monde. Non, moi je vous ai vous, l'UDPS. Quelle solution préconisez-vous? Mais oui, je suis en train de poursuivre. Hein. Je suis en train de poursuivre dans le raisonnement qui est tout à fait logique. Donc la problématique concerne tout le monde. L'UDPS a posé ses exigences. Il appartient à la communauté internationale qui doit jouer le rôle d'arbitre. L'UDPS n'est pas trop exigeante non plus. Elle n'est pas du tout trop irréaliste non plus. Il pose des
conditions qui sont irréalisables. Citez-moi une condition que vous estimez irréalisable. Comme la tenue des élections, par exemple, dans les dates prévues par la Constitution, vous savez que c'est irréalisable. Le départ de M. Kabila pour le 19 décembre, c'est irréalisable. Vous le savez. Est-ce que je ne sais pas qu'est-ce que vous entendez par irréalisable. On dirait comme si c'est l'UDPS. Mais la CENI est claire. Laissez-moi poursuivre. Dans votre intervention, c'est comme si c'est l'UDPS, ce qui est le constituant originaire, qui a prévu que des élections s'organisent dans un certain délai. C'est comme si c'est l'UDPS qui est à l'origine de l'article 73 qui prévoit que le corps électoral doit être convoqué 90 jours avant la fin du mandat. C'est comme si c'est l'UDPS qui a verrouillé l'article 220 par rapport à la durée des mandats. En tenant ce raisonnement, ça n'appartient pas à l'UDPS. L'UDPS ne fait que respecter la Constitution. Lorsque la résolution 2277, qui a été prise au mois de mars 2016, cette communauté internationale a soutenu que les élections doivent être organisées dans les délais constitutionnels. Est-ce que c'est l'UDPS qui est à l'origine de la décision du Conseil de sécurité des Nations Unies? Donc, à partir du... Non, excusez-moi, ce sont les réalités congolaises. C'est vrai que l'UDPS... Excusez-moi, madame. Les réalités congolaises sont là. Les réalités congolaises consistent en quoi? Par exemple, les élections ne pourront pas se tenir dans les délais constitutionnels. Les réalités congolaises consistent en quoi? À faire traîner les choses et en dernière minute de commencer à lancer des appels d'offres pour la constitution d'un fichier électoral au mois de mars, pour déclarer que ça va nous prendre 16 mois, avec une expertise, mais laissez-moi poursuivre, avec une expertise totalement unilatérale. Donc, ce que vous dites, ça ne tient pas la route. Il y a une législature de 5 ans, et pendant cette législature, on doit s'organiser pour organiser des élections dans les délais constitutionnels. La faute n'incombe pas à l'UDPS. Il y a des responsables, ceux qui ont la gestion de la CENI, ceux qui ont la gestion du gouvernement. Ce sont tous les responsables de la situation actuelle. Ils sont à l'origine de leur propre turpitude et il ne faut pas maintenant estimer qu'il appartient à l'UDPS de se plier, de simplement constater une situation de fait qui nous est imposée. Mais la situation de fait est là. Maintenant, que doit faire l'UDPS? C'est vrai que vous n'êtes en rien responsable, vous n'avez pas des comptes à rendre parce que vous n'avez pas géré, c'est vrai. Mais la réalité est là. Nous vivons au Congo, la réalité est là. Qu'est-ce que l'UDPS doit faire pour apaiser la tension, pour décrisper cette tension qui est palpable aujourd'hui? Parce qu'on a l'impression que l'UDPS, ça c'est une certaine opinion, ne fait que rajouter de l'huile sur le feu. Parce que la situation, elle est claire. Car Corneille Nangaa est clair. Les élections, il a dit, c'est en septembre 2017, c'est clair. Alors, l'UDPS, la fille aînée de l'opposition, que doit faire l'UDPS aujourd'hui pour décrisper la situation? C'est cambré sur les positions? J'aimerais simplement vous répondre qu'il n'incombe pas uniquement de la responsabilité de l'UDPS. Il incombe de votre responsabilité, de ma responsabilité, de tout le peuple congolais. Posez-moi la question, que doit faire le peuple congolais lorsque un pouvoir confisque ses droits? C'est la question que vous devez me poser. C'est la question qui me paraît cohérente. On a mandaté, le peuple a mandaté ses pouvoirs aux députés nationaux, au gouvernement. C'est la question qui me paraît cohérente, comme je soutenais. À partir du moment où ceux qui sont à l'origine de la faute veulent poursuivre dans cette planification délictuelle, il faut mettre... Est-ce que le dialogue n'est pas le lieu choisi, le lieu idéal pour parler de tout ça? Si vous ne vous mettez pas ensemble pour parler de tout ça, eh bien, chacun parlera de son côté, on ne trouvera pas la solution, Maître Tchimbalanga. Il faut être pratique, pragmatique. La manière dont vous me posez la question, c'est comme si l'UDPS était contre le dialogue. Le président Etienne Tshisekedi a réitéré son vœu d'aller au dialogue. Mais pas ce dialogue, pas ce format de dialogue. Lors de ce meeting, lors du meeting du 31 juillet dernier. Donc l'UDPS veut aller au dialogue. Mais quel dialogue? Le dialogue selon la résolution 2277. Vous voulez que je vous en donne la différence? Je vous en prie, c'est pour la population. Moi, je ne fais que poser une question. Donc, quel dialogue, quel format de dialogue veut l'UDPS? L'UDPS veut un dialogue sous l'égide de la communauté internationale en vue de l'organisation d'un cycle électoral crédible, transparent, répondant à un minimum des standards internationaux. Le fétichisme des dates, j'ai l'impression que l'UDPS c'est comme laissez-moi poursuivre. Des dates. La résolution 2277 résout le problème.
je peux relever 6 points ou 7 points de cette résolution. Premièrement, on invite toutes les parties prenantes d'aller au dialogue. Ça, c'est le premier point. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Deuxième point, par rapport au calendrier électoral. La résolution 2277 rejoint la feuille de route de l'UDPS. L'UDPS a toujours priorisé l'élection présidentielle et l'élection législative dans les délais constitutionnels. C'est la deuxième exigence de la résolution 2277. Troisième point par rapport au fichier électoral. Par rapport au fichier électoral, il y a eu une innovation. La résolution 2277 donne une compétence spécifique aussi à la MONUSCO, d'un accompagnement technique et logistique en vue de la révision du fichier électoral. Chose qui n'existait pas auparavant dans les autres résolutions où la MONUSCO n'avait que une compétence logistique pour accompagner la CENI. À partir du moment où la communauté internationale estime que la MONUSCO peut accompagner la CENI pour constituer un fichier électoral dans les délais, parce que nous sommes dans le cadre de délais constitutionnels, je vous rappelle que cette résolution a été prise par le Conseil de sécurité des Nations Unies en mars 2016. C'est pas une résolution qui date de longtemps, donc en tenant compte de tous les facteurs que vous soulignez. Donc, il faut accompagner la CENI pour qu'elle puisse réaliser effectivement des opérations d'enrôlement pour constituer un fichier électoral dans les délais. Là, il y a plusieurs opinions techniques. Il y a des divergences. Il y a ceux qui estiment qu'il est encore possible, nonobstant le court délai, de constituer ce fichier électoral en fonction des différentes approches techniques. Je ne suis pas un technicien, mais en fonction de différentes approches techniques. Mais les techniciens disent que c'est pas possible. Certains techniciens disent que c'est pas possible, d'autres disent que c'est possible, c'est encore possible. Donc, comment concilier les vues? Comment concilier les vues? Mais il s'avère qu'il y a une obligation de la CENI. La CENI est obligée par la Constitution de constituer ce fichier électoral dans les délais requis. Il y a une responsabilité de la CENI. Et j'estime aussi que, comme la compétence a été donnée à la MONUSCO, il y a une forme de co-responsabilité morale aussi de la communauté internationale pour assister effectivement la CENI pour qu'on puisse avoir un fichier électoral répondant encore aux exigences des délais légaux. Je peux poursuivre toujours par rapport à cette résolution 2277. La résolution 2277 rejoint encore la feuille de route du président Tshisekedi en réglant quasiment un peu le problème qu'on a appelé du contentieux électoral. Elle invite les autorités congolaises à punir les responsables des violations graves qui ont été commises lors de l'élection de 2011 et qui seront commises tout au cours du processus électoral. Donc, ce sont les exigences de cette résolution 2277. Cette même résolution invite les autorités congolaises de libérer un peu l'espace politique. Les prisonniers politiques. Notamment en constatant l'arrestation des militants de l'opposition. Donc, on invite à la libération de prisonniers politiques. Un premier pas a été fait avec la libération des Lucha. Mais laissez-moi poursuivre. Elle invite à lever toute restriction par rapport à l'accès aux médias publics. Elle invite à sécuriser et à accorder la liberté à tous les candidats susceptibles de concourir là, vous parlez de Moïse Katumbi à l'élection présidentielle. Donc, elle demande une décrispation de la sphère politique. Donnez-moi une exigence qui est propre à l'UDPS qui ne correspond pas aux exigences de la résolution 2277. Là, vous pourrez me dire que l'UDPS est en train de bloquer. L'UDPS ne fait que la lecture de la Constitution, la lecture des résolutions qui sont de pleine application en République démocratique du Congo. Après la date, vous êtes avocat conseil de l'UDPS et du président Etienne Tshisekedi, après la date fatidique, parce qu'aujourd'hui nous avons l'impression que le ciel va nous tomber sur la tête après le 19 décembre, est-ce que le président, vous conseillerez au président Etienne Tshisekedi d'être le président de la transition pour organiser des vraies élections libres et démocratiques cette fois-ci?
Vous savez qu'après la date fatidique du 20 décembre 2016, notre Constitution n'a rien prévu sur la fonction présidentielle. Nous rentrons en réalité dans un vide institutionnel présidentiel. Malgré l'article 70? Malgré l'article 70, qui ne concerne pas le cas... Le président reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président. Qui ne concerne pas le cas d'espèce. L'article 70, comme vous le dites si bien, le président reste en fonction jusqu'à l'installation effective du président élu. Donc cela sous-entend qu'il puisse avoir un président déjà élu. Je peux même m'en référer à l'arrêt de la Cour constitutionnelle. En faisant une lecture attentive de cet arrêt, l'arrêt ne soutient pas que s'il n'y a pas élection, le président de la République reste en fonction. Que nous dit effectivement cet arrêt? Elle se réfère d'abord à l'article 69 pour dire qu'en vertu du principe de continuité de l'État, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. L'arrêt de la Cour constitutionnelle nous dit que l'article 70 est de stricte interprétation. Et lorsqu'elle explique l'article 70 dans le corps du texte qu'il faut lire, la Cour soutient exactement ceci. Le président de la République, pendant le temps nécessaire de passation de pouvoir, qui est plus ou moins un mois, si je ne me trompe pas, reste en fonction s'il n'est pas réélu lors de son premier mandat, parce qu'on veut toujours lier son deuxième mandat, ou à l'expiration de son second mandat. Donc l'arrêt sous-entend qu'il y a une élection pour le premier mandat. Et pour le deuxième mandat, comme il ne peut pas être candidat à une élection, c'est à l'expiration de son mandat. Il reste là le temps nécessaire de passation de pouvoir avec son successeur élu. Mais il n'y aura pas élection dans les délais. Donc, laissez-moi poursuivre par rapport au raisonnement. Vous m'avez posé la question sur l'éventuelle présidence de transition du président Etienne Tshisekedi. Je veux vous en donner l'argument juridique avant de donner l'argument politique. Donc l'article 70 ne résout pas le problème. Donc l'article 70 ne concerne pas la fin du mandat du président s'il n'y a pas élection. L'article 70, vous savez qu'en vertu de l'article 74 de la Constitution, le nouveau président élu prête serment 10 jours, peut prêter serment 10 jours après son élection. Je vous donne un cas concret. Qu'à supposer la Cour constitutionnelle proclame le nouveau président élu le 18 décembre 2016. C'est-à-dire qu'il peut être installé effectivement le 28 décembre 2016. Or, le mandat du président en exercice prend fin le 20 décembre 2016. En vue d'assurer la continuité de l'État entre le 20 décembre et le 28 décembre 2016, le président en exercice reste en fonction. C'est ça que veut dire l'article 70. Il faut lire l'article 70 de manière combinée avec toutes les dispositions qui concernent l'entrée. Il ne faut pas le tirer de son contexte. Oui, il faut toutes les dispositions qui concernent l'entrée et la sortie d'un président de la République. Par rapport à la transition de Tshisekedi, donc, vous le considérez comme je vous dis que l'article 70 est inapplicable, l'article 75, 76 qui concerne le président du Sénat est inapplicable, comme la Cour constitutionnelle l'a bien souligné. Ce n'est qu'en cours de mandat qu'on peut constater la vacance ou l'empêchement définitif. Le terme... C'est pas après la fin du mandat, c'est pendant le mandat. Il faut bien expliciter. Oui, les gens disent que c'est pendant le mandat. Mais c'est simple. Empêchement, ça veut dire quoi? On est empêché que lorsqu'on a la susceptibilité d'exercer quelque chose. On doit être en cours de ce mandat pour être empêché. L'article 75 donne 2 cas d'empêchement. La première qu'on définit comme vacance, qui est limitativement définie par le constituant congolais en cas de décès ou de démission. Et le deuxième type d'empêchement, c'est tout autre cas d'empêchement définitif. Mais là, c'est... Qui peut être la mort.
Décès, c'est déjà une vacance. C'est déjà une vacance, oui. Démission, ça peut être tout autre cas. On peut destituer le président tout par autre la cas, cour. là, c'est tout autre cas, là. Ça peut être n'importe quoi. La non-tenue des élections, par exemple. Mais les gens réfutent. Non, tout autre cas. Mais on n'est pas dans un empêchement, parce que l'empêchement, on doit être en cours de mandat. Okay. Quand on est en fin de mandat, on parle de plus d'empêchement. Okay. Donc, ça ne s'applique pas, tel que l'a bien souligné aussi la Cour constitutionnelle. Donc, on se retrouve dans un vide juridique. Alors, d'où allons-nous tirer la légalité de celui qui doit exercer la fonction présidentielle dans d'autres sources de droit, notamment la pratique internationale? Nous avons un cas d'espèce assez récemment, l'Haïti. Vous savez exactement ce qui s'est passé. Le président ne pouvait pas poursuivre. Il a démissionné à la date fatidique du 7 février parce que leur constitution prévoit même une date. Non, prévoit la fin du mandat, mais eux prévoient une date spécifique le 7 février. Il a dû démissionner. Donc, il y a un cas d'espèce qui peut permettre de trouver une solution. Et cette solution ne viendra que d'un accord politique. Et c'est dans ce cadre-là que le président Étienne Tshisekedi peut exercer les fonctions de président de transition. Et l'accord, une certaine opinion se pose la question, Papi Chimpalanga, l'accord que vous avez avec Moïse Katumbi, qu'est-ce qui se passe? L'alliance, pardon, entre l'UDPS et Moïse Katumbi, parce que nous sillonnons le net, nous voyons un peu, est-ce que Moïse Katumbi, permettez l'expression, a-t-il racheté l'UDPS? Parce qu'on se pose la question aujourd'hui, pourquoi Étienne Tshisekedi est-il aujourd'hui si proche de Moïse Katumbi et le défend bec et ongle? C'est pour son argent ou c'est parce qu'il est l'homme qui peut aujourd'hui diriger la RDC? C'est une question très très importante. Le président Étienne Tshisekedi, dans sa logique, comme je vous ai dit, de bipolarité au niveau du dialogue, le camp au pouvoir, le camp de changement, et dans le camp de changement, il devait rassembler toutes les personnes qui s'estiment faisant partie du camp de changement. Et c'est dans ce cadre qu'il y a eu le conclave de Ginval, le grand rassemblement. Et Moïse Katumbi, comme tant d'autres, sont venus rejoindre la dynamique du président Étienne Tshisekedi. Pourquoi voulez-vous vous attarder sur le cas de Moïse Katumbi? Vous attardez pas sur le cas des autres? Je veux en parler, je veux en parler. Le G7, on va parler. Mais Moïse Katumbi, c'est la tête qui ressort aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas. Il est dans les médias internationaux. Aujourd'hui, on ne peut pas se réveiller sans avoir Moïse Katumbi. D'ailleurs, il a été à la une d'un grand journal Jeune Afrique. Donc aujourd'hui, ce n'est que Moïse Katumbi. Alors, on se pose la question, pourquoi ce rapprochement avec Moïse Katumbi? Parce qu'il représente aujourd'hui l'alternative, l'alternance pour ce pays? Toute personne qui estime qu'il faut soutenir les mécanismes d'alternance pour ce pays sont les bienvenus dans le cadre du rassemblement. Sans tenir compte de leur passé, leur poids politique, leur bilan? Vous savez qu'à un moment donné, il appartiendra à la population de juger tout le monde en fonction de son bilan, de son passé. La population aura le droit de sanctionner toute personne qu'elle estime que son passé ne corrobore pas avec les idéaux ou la dynamique d'alternance, mais ça, il appartiendra à la population de le faire. Mais à ce stade-ci, je tiens simplement à préciser que toute personne qui s'inscrit dans une dynamique de changement peut venir rejoindre le rassemblement. Mais les relations avec l'UNC, c'est vrai que vous avez dit, je me cabre que sur Moïse Katumbi, mais l'UNC aujourd'hui est presque à porte-à-faux avec l'UDPS. On a l'impression qu'aujourd'hui, avec Vital Kamerhe, le courant ne passe pas entre Étienne Tshisekedi et Vital Kamerhe. Écoutez, bien qu'on ne parle pas des personnes, mais la politique en RDC veut ça. Écoutez, vous savez, chacun est libre d'effectuer ses choix. Hein. On ne contraint à personne de venir rejoindre la dynamique du président Étienne Tshisekedi. Chacun reste libre. Chacun reste libre. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas vu M. Kamerhe en personne que ça pose un problème. C'est peut-être un choix personnel, mais il y a son parti qui a été représenté lors de ces assises. Je tiens à le préciser. À titre personnel, hein, comme même si c'est à titre personnel, mais je tiens quand même à souligner que chacun reste libre de faire ce qu'elle estime, chaque personne reste libre de faire ce qu'elle estime bon pour elle. Maître Chimpangila, avocat conseiller de l'UDPS et du président Étienne Tshisekedi, est-ce que vous n'avez pas l'impression, maître, froidement, que Étienne Tshisekedi
rate les grandes occasions dans ce pays. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il ne sera jamais président de la RDC. Parce que en 2006, il n'était pas présent pour les élections. En 2011, il était là. En 2016, on ne sait pas trop. Est-ce que Étienne Tshisekedi navigue-t-il pas à contre-courant de son propre histoire? Est-ce qu'il ne rate pas les grandes occasions d'être président? J'aimerais simplement vous répondre. Heureusement, ce n'est qu'une impression que vous avez. Monsieur Étienne Tshisekedi suit un idéal. Peut-être qu'il est mal compris parce que lui, il a au moins un idéal. Il s'inscrit pour que le Congo arrive réellement au standard d'un état de droit, d'une démocratisation, et pour léguer quelque chose aux générations futures. C'est ça l'importance du combat du président Étienne Tshisekedi. Il ne fait pas la politique. Il ne veut pas à tout prix être président de la République. Il ne fait pas uniquement la politique par opportunisme. La preuve en est que, en 2011, il a estimé avoir gagné les élections. Mais nonobstant cela, il s'est inscrit dans la voie du dialogue. Dialogue pourquoi? Pour que les erreurs qui ont été commises en 2011, en 2006, ne puissent pas se répéter. Pour qu'on puisse réellement avoir un processus électoral crédible, transparent, digne de ce nom. C'est ça le combat du président Étienne Tshisekedi. Et il s'est inscrit dans cette dynamique et il reste constant. Je peux vous dire que... Sa constance n'est pas aussi... on réfléchit en même temps. Est-ce que cette constance n'est pas aussi en sa défaveur? Puisque la politique est dynamique, maître Chimpangila. Est-ce que cette constance n'est pas en sa défaveur aujourd'hui? Parce que vraiment, on a l'impression que Étienne Tshisekedi ne veut pas, peut-être c'est vrai qu'il est constant, mais il ne veut pas mettre de l'eau dans son vin. Il est toujours constant, et pourtant, les réalités... Dans la vie, tout n'est pas rose, blanc, noir, il y a des zones grises, il est toujours constant et ce n'est pas en sa défaveur. Mais lorsque vous poursuivez un objectif pour l'intérêt collectif, vous ne pouvez que continuer à poursuivre cet objectif pour l'intérêt collectif. Vous voulez qu'il quitte la sphère de l'intérêt collectif, qui regarde son intérêt personnel ou l'intérêt de son parti. C'est la demande que vous êtes en train de me formuler en ce lieu. Alors que le président Étienne Tshisekedi a opté de se battre pour l'intérêt collectif, l'intérêt du peuple congolais. C'est en cela que certaines personnes estiment que parfois son combat reste ambigu parce qu'ils veulent qu'il se batte pour son intérêt personnel. Mais c'est un choix qu'il a fait. Et si on avait plusieurs Étienne Tshisekedi dans ce pays, je pense que le Congo allait déjà démarrer depuis plusieurs années. Mais aujourd'hui, on dit que Tshisekedi permettait, je ne sais pas si je vais faire fâcher certains membres de l'UDPS, mais aujourd'hui on dit que Tshisekedi se complaît dans son rôle d'éternel opposant parce qu'il n'aura jamais un bilan à défendre. Aujourd'hui, on peut s'attaquer à Matata, on peut s'attaquer à Kabila, parce que Kabila a géré, Matata a géré, ils ont un bilan à défendre. Quel est le bilan de Tshisekedi? Qu'aura-t-il à défendre? Aujourd'hui, il n'est qu'un mythe. Il n'a rien à défendre. Vous savez que l'UDPS poursuit la conquête du pouvoir. Qui n'aura jamais, selon des fausses langues, qui n'aura jamais. Selon vous, parce qu'on a dit que l'AFDEL a pu avoir le pouvoir malgré les 20 ans de lutte de l'UDPS. Selon vous, l'UDPS n'aura jamais le pouvoir. Mais moi, je m'inscris en faux. Nous sommes dans une dynamique qui tend vers le pouvoir. Mais nous voulons avoir le pouvoir propre, le pouvoir émanant de la vérité des urnes. C'est pour cela que nous nous battons pour crédibiliser le processus électoral, pour que notre pouvoir soit un pouvoir propre qui émane de la vérité des urnes. Le bilan de Tshisekedi, quel bilan a-t-il à défendre aujourd'hui? Et ne se complaît pas dans ce rôle d'éternel opposant? Il ne se complaît pas dans ce rôle d'éternel opposant comme vous voulez le qualifier. Étienne Tshisekedi se bat pour des valeurs. Monsieur non, comme le disent les Occidentaux, il dit toujours non à tout. Il ne dit pas non à tout parce que c'est lui qui est à l'origine de ce dialogue, c'est lui qui était à l'origine du rassemblement. Dites-moi en quoi il dit non en tout. C'est lui qui était à l'origine du dialogue tel qu'il semble se présenter actuellement avec une facilitation internationale. Mais vous me dites qu'il dit non en tout. Pourquoi? Parce qu'il a su changer à un moment donné. Il s'est dit qu'on doit s'investir pour crédibiliser le processus électoral. Et il a donné une orientation générale à cette fin. En quoi vous me dites qu'on doit le qualifier comme toujours Monsieur Non? Monsieur Non parce qu'il estime qu'il y a une rupture de confiance, par exemple par rapport aux facilitateurs, et qu'il faut trouver les voies et moyens pour remettre tout le monde
dans un climat de confiance et dans un climat apaisé pour poursuivre ce dialogue, alors vous allez le qualifier de monsieur non. Quelle chance donnez-vous à ce dialogue maintenant que la SENCO a ouvert ses portes pour jouer maintenant au facilitateur? Je crois qu'il veut épauler un peu Edem Kodjo. Quelle chance donnez-vous à ce dialogue? Le temps passe, nous sommes déjà au mois d'août. Quelle chance donnez-vous à ce dialogue? Se tiendra-t-il pas, ce fameux dialogue? En tout cas, le président Etienne Tshisekedi s'inscrit toujours dans cette voie du dialogue. Nous attendons voir toutes les démarches qui vont être entreprises. Comme je dis que ça émane de la responsabilité d'un chacun, pour que les démarches soient entreprises pour trouver une porte de sortie qui puisse satisfaire tout le monde. Moi, personnellement, là, à titre personnel, je préconiserais une rencontre finalement entre les deux leaders de deux camps. Une rencontre Kabila, directe. Tshisekedi, Le directement. président Kabila et le président Etienne Tshisekedi, pour qu'ils puissent aplanir certains différends en vue qu'on rentre dans cette dynamique de dialogue réellement dans un climat apaisé. Ce sont mes vœux personnels. Ce sont les deux personnalités qui tiennent en main la destinée du Congo. Parce que ce sont les deux personnalités qui tiennent en main la destinée du Congo. Monsieur Etienne Tshisekedi incarne le changement, incarne l'espoir de tout un peuple. Et Monsieur Kabila est au pouvoir actuellement. Il n'y a que ces deux personnes, en se mettant ensemble, qui peuvent donner une impulsion générale pour toute la République. C'est ça aussi le reproche qu'une certaine opposition fait à l'UDPS, de se prendre pour le centre du monde, il n'y a qu'Etienne Tshisekedi qui est le seul opposant, vous minimisez un peu les autres. Est-ce vrai que c'est ce qui se passe au sein de votre parti, que vous êtes un peu trop condescendant par rapport à d'autres leaders de l'opposition? Nous n'avons pas dit que Etienne Tshisekedi est le seul opposant, mais Etienne Tshisekedi incarne le leadership de l'opposition. Dans chaque camp, il y a toujours un leader. Et personne ne peut contester le leadership de Etienne Tshisekedi au sein de la classe politique qui soutient le changement. Etienne Tshisekedi incarne ce leadership du camp du changement. Ça, c'est incontestable, je peux le confirmer. Quel est l'héritage aujourd'hui? Si ma fille, par exemple, qui a 18 ans, me pose la question, qui est Etienne Tshisekedi? Quel est l'héritage aujourd'hui d'Etienne Tshisekedi? Parce qu'aujourd'hui, Madiba Mandela a laissé un très grand héritage. Il a ouvert l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, est un pays arc-en-ciel, même si économiquement, ils sont en train de baisser. L'ANC a perdu au municipal. Aujourd'hui, quel est l'héritage d'Etienne Tshisekedi? Je vous conseillerais simplement de répondre à votre charmante fille que Etienne Tshisekedi, en un mot, est le père de la démocratisation de la RDC. C'est pas Mobutu? Non, c'est Etienne Tshisekedi. C'est Mobutu qui a ouvert la voie quand même le 24 avril. Etienne Tshisekedi, suite à sa lutte, que Mobutu a ouvert la voie. C'est Etienne Tshisekedi qui est à l'origine de cela. Etienne Tshisekedi, c'est celui qui a milité pour l'éveil de la conscience collective d'un Congolais. Si aujourd'hui nous débattons sur des questions politiques, c'est puisqu'il y a eu Etienne Tshisekedi et ses compagnons de lutte. Les 13... Et ses compagnons de lutte. Les 13 députés de l'époque. Donc, l'héritage d'Etienne Tshisekedi, c'est la démocratisation de la République, la voie de la démocratisation de la République démocratique du Congo. C'est pour cela qu'il veut achever son combat, en arrivant réellement au standard d'un état de droit. Nous sommes vraiment à la fin. Donc, l'UDPS, Maître Tshipangila, en quelques mots pour désannoncer cette émission, l'UDPS n'est pas l'élément qui bloque, ou le parti qui bloque le processus du dialogue. Pas du tout. L'UDPS ne bloque pas le processus du dialogue. L'UDPS s'en réfère uniquement aux exigences constitutionnelles et aux exigences de la résolution 2277 qui organise plus ou moins ce dialogue, et par conséquent, on ne peut pas imputer la faute à l'UDPS. Il suffit que toutes les parties respectent ces exigences, le dialogue commencera immédiatement. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin donc de ce regard sûr. Merci à Maître Papi Tshipangila de nous avoir permis en tout cas de parler un peu de ce grand parti qu'est l'UDPS. Alors un tout dernier mot, vous allez voir la SENCO, on vous a déjà lancé une invitation par la SENCO? Oh, je ne pourrais pas vous répondre en ce jour,
Mais néanmoins, le président Etienne Tshisekedi est disposé de rencontrer tout le monde. Ok. Voilà, donc ce sont les derniers mots de Papi Chimpangila. Le président Etienne Tshisekedi est habilité à recevoir tout le monde, pour en tout cas qu'on essaie de décrisper la situation. Merci donc à vous, mesdames et messieurs, pour votre fidélité à cette émission. Merci à toute l'équipe technique et merci à tous mes followers sur les réseaux sociaux. Alors, nous nous retrouverons pour la prochaine émission. Au revoir.